Je n'entends pas Marie. Ah, ça, c'est embêtant si on n'entend pas Marie. Et nous sommes en live. Et bonjour Twitch, bonjour à tous et bienvenue en ce lundi 7 février pour cette conf de rédac un peu particulière, hein, à double titre. Hein. D'abord parce qu'on ne va pas spécialement parler des sujets qui nous occupent pour le site ou pour la version papier habituelle, mais qu'on va parler d'un numéro spécial, un hors-série dédié au présidentiel. Hein. Et à deuxième titre, parce que, exceptionnellement, on a un invité spécial aujourd'hui. On accueille aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Loïc Blondiot. Merci beaucoup de nous faire honneur de votre présence. Et alors, pourquoi on reçoit Loïc Blondiot aujourd'hui? C'est parce que c'est notre rédac-chef invité du jour, hein, qui va nous aider à concevoir un petit peu la trame de ce hors-série. Alors, qu'est-ce que c'est que ce hors-série? On a sous-titré le guide à l'usage de ceux qui ne savent pas encore pour qui voter. Et qui s'appelle Qui, que vous pouvez retrouver en pré-vente sur la plateforme Ulule. Hein. Alors, c'est quoi l'objet de cette série? C'est essayer de vous donner un peu des moyens de vous faire votre avis sur les grands sujets qui vont faire la présidentielle. Et aujourd'hui, l'exercice d'aujourd'hui, ça va viser à essayer de définir avec Loïc les sujets qui seraient pertinents d'aborder pour éclairer un peu les citoyens perdus dans cette présidentielle. Alors, on va parler un peu de tout. Hein. Il y aura des sujets de société, d'économie, d'énergie, de transport, de culture même. Et l'idée, c'est d'essayer de faire un premier tri dans ces sujets et voir ce qui serait le plus intéressant. N'hésitez pas dans le chat aussi à donner votre avis, à exiger un peu de nous certains sujets. Et on débattra tous ensemble de la pertinence de ces sujets. Mais avant de démarrer, Loïc, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui ne nous connaîtraient pas encore? Hein. Bon, je suis chercheur en sciences politiques. Je travaille sur les questions de démocratie, de participation, d'institutions depuis une vingtaine d'années. Et il se trouve que par ailleurs, je suis assez engagé, donc comme aujourd'hui d'ailleurs, j'aime bien accompagner les expériences. J'ai été membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Je suis membre de la Commission nationale du débat public et vraiment tout ce qui est nouveau en matière de démocratie m'intéresse. Ok, très bien. Alors, on aurait plein de questions à vous poser sur votre perception du RIC, sur le bilan de la CCC, sur le grand débat national, mais ça sera pour une prochaine fois. Ok, très bien. Je vous propose d'attaquer dans le dur tout de suite. Hein. Alors, déjà pour préciser, dans ce hors-série, avant qu'on attaque sur les sujets de débat, on va proposer à nos lecteurs des infographies ou des articles de décryptage pour bien comprendre l'élection, comment fonctionne une campagne présidentielle, comment elle se finance, comment on fait pour participer à l'élection. On va aussi parler un peu d'élection législative, parce que c'est la grosse échéance qui vient en doublant l'élection présidentielle, hein, et qui est très loin d'être anodine. Donc, on va essayer de décrypter pour ceux qui connaissent moins un peu toutes ces notions et tous ces sujets. Hein. Et après, bien sûr, le cœur du hors-série, c'est de discuter de plein de sujets de débat différents pour permettre aux lecteurs de se forger leur opinion là-dessus. Et bien sûr, on indiquera quels sont les candidats, alors ceux qui seront encore dans la course, en tout cas au mois de mars, quels sont les candidats qui sont pour, quels sont les candidats qui sont contre, pour permettre aux lecteurs de se situer, mais vraiment sur chacun des sujets par rapport aux candidats qui seront encore en lice. Du coup, assez naturellement, alors je ne sais pas si c'est un bon choix, mais nous, on va démarrer sur les sujets de société. Alors pourquoi? D'abord parce que c'est là où on a profusion de sujets, et en plus, c'est quand même là où c'est des sujets qui, en général, clivent énormément. Des gens qui ont suivi un peu les débats pendant le mariage pour tous, par exemple, ou alors lors de la légalisation de la PMA s'en souviennent. Bon, c'est des sujets qui passionnent et qui énormément. Et donc, on a commencé sur cette thématique, la thématique société. Et d'ailleurs, on pourra même rediscuter entre nous de la pertinence du classement, hein, parce qu'il y a des sujets sur lesquels on a hésité parfois entre économie, société, des on est à la limite. Hein. Alors, il y a pas mal de sujets, alors, plus ou moins de niche. Alors, si je les cite, par exemple, alors, il y en a un, c'est « Faut-il légaliser le cannabis ?» qui a été publicité en plus, parce que c'est un sujet alors, qui intéressait plus particulièrement nos jeunes lecteurs et qui, en plus, a été débattu très récemment à l'Assemblée nationale. Il y a eu une sorte de concorde trouvée entre certains députés LFI jusqu'au centre et parmi les écologistes pour défendre la légalisation du cannabis. Il y a un sujet alors très élection présidentielle 2017 aussi, qui avait fait beaucoup l'élection, c'était faut-il augmenter ou réduire le nombre de fonctionnaires? Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de l'échéance de 2017, il y avait un peu la course à l'échalote sur le nombre de suppressions de fonctionnaires. Je crois que François Fillon proposait 500 000 suppressions de postes. Quand à gauche, bien sûr,
les candidats de gauche, notamment Benoît Hamon, par exemple, proposaient plutôt d'augmenter le nombre de fonctionnaires. Donc voilà, là, on pose à nouveau la question du nombre de fonctionnaires qui embarque en réalité plein d'autres notions autour de la vision de la société. Et le troisième sujet qu'on avait conservé pour l'instant, c'est faut-il restreindre l'immigration en France? Et je pense peut-être à retravailler, parce que c'est une notion un peu globale, on pourrait peut-être essayer de détailler un peu plus la question d'immigration, parce que, alors, notamment les candidats de droite, pour qui c'est une thématique plus importante en ce moment, on fait plusieurs propositions à la matière, alors, supprimer le regroupement familial, par exemple, supprimer le droit du sol, il y a pas mal de propositions à la matière, donc soit essayer de garder une question générale comme ça, ou essayer au contraire de la rendre plus détaillée, plus focalisée sur un point précis des propositions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de Valérie Pécresse jusqu'à Marine Le Pen, il y a eu déjà pas mal d'annonces en la matière. Alors, sur la question de l'immigration, et plus étonnamment, Arnaud Montebourg a un peu sorti de la course, mais lui-même avait fait des propositions en la matière, en supprimant, je crois, en interdisant en tout cas les transferts d'argent entre particuliers vers des pays qui ne respecteraient pas les protocoles de retour au pays. Sur ces 3 points de sujet, est-ce que vous pensez alors déjà, est-ce qu'ils sont bien choisis? Est-ce qu'il en manque? Juste pour citer très rapidement ce qu'on avait aussi en stock et que pour l'instant on n'a pas gardé, c'est pour ou contre la PMA. On s'est interrogé dans la mesure où en fait la loi est passée. Pour ou contre la peine de mort, qui est un sujet déterminant, mais qui ne semble pas vraiment faire l'actualité en ce moment particulièrement. Autant, je me semble que Jean-Marie Le Pen l'avait proposé à une époque lors de ses candidatures à la présidentielle, mais pas récemment. On avait aussi pour ou contre l'euthanasie, qui pour le coup a refait l'actualité l'an dernier avec une proposition de loi pour choisir sa fin de vie dans la dignité. Il y avait aussi, alors faut-il encourager les naissances, allonger le congé paternité, augmenter le minimum vieillesse et créer ou renforcer les conditions du télétravail? On avait peur que sur certains sujets, alors par exemple allonger le congé paternité, que ça soit trop un sujet de niche, soit qu'il y ait un consensus là-dessus sur ces sujets-là. Alors déjà, est-ce que sur ces sujets de société, est-ce qu'il y en a qui vous semblent manquer un sujet important? Alors, tout dépend du nombre de sujets que vous comptez garder à la fin. C'est-à-dire que si c'est porte ouverte, open bar, si on peut en prendre plusieurs, moi je les trouve très bien. Et je trouve que, par exemple, la question de la fin de vie, la question de l'euthanasie est une question assez clivante et qui est assez fondamentale, nous semble-t-il. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une contradiction entre l'opinion qui est extrêmement sensible à ces questions, l'opinion majoritaire et les représentants. Je trouve que le cannabis est un excellent terrain de débat. Le nombre de fonctionnaires, restreindre l'immigration en France, moi je serais plutôt pour une mesure phare sur l'immigration, mais qui soit quand même un peu plus précise. Parce que, qui veut, d'un certain point de vue, je pense que personne n'affiche une volonté d'augmenter l'immigration, mais il y a différentes manières de la gérer. Donc, moi je serais pour plus de précision là-dessus. On a reçu quand même Philippe Poutouilly ici. Oui, c'est vrai. Lui, il recommandait de légaliser tous les sans-papiers. Donc il y a quand même une partie. Alors, faut-il légaliser les sans-papiers? Oui, ça fait partie d'une des politiques, d'une des mesures politiques portant sur l'immigration qui pourrait faire. Il y a une question, moi, le RSA jeune, c'est aussi quelque chose de pas inintéressant dans la mesure où ça renvoie à la place des jeunes aujourd'hui dans notre société, dans notre démocratie. Et effectivement, l'existence d'un RSA jeune, il faudra garder comme position des différents candidats. C'est une question intéressante. Alors, juste pour préciser pour les auditeurs, c'est qu'en fait, en réalité, le RSA ici, aujourd'hui, n'est accessible qu'à partir de 25 ans. Et donc, entre 18 et 25 ans, alors, selon la plage qu'on prend, il n'y a aucune aide auquel peuvent prétendre. Et ça, c'est une question qui me paraît assez centrale depuis qu'avec le Covid, on a vu les difficultés de cette tranche d'âge. C'était un gros débat effectivement pendant la crise du Covid, où pas mal de candidats l'ont proposé, et où le gouvernement a préféré opter pour la garantie jeune, il me semble. Oui, mais qui n'est pas du tout à la hauteur, de mon point de vue, en tout cas, qui n'est pas du tout l'équivalent d'un RSA jeune. Sinon je me trouve pas mal dans ces sujets. Alors, je suis moins convaincu, le minimum vieillesse, est-ce que c'est vraiment un objet de débat? Le télétravail, peut-être,
peut-être, mais tout dépend du nombre de thèmes que vous comptez traiter dans ce numéro. Je pense qu'on peut, brasser plus large. On peut beaucoup plus opter pour le RSA jeune que le reste, mais c'est un très bon apport, là-dessus. Dans le chat, vous n'hésitez pas, si vous avez des remarques, je vois qu'il y a des remarques sur l'image, mais si vous avez des remarques sur les sujets, vous n'hésitez pas. Non, en fait, je pense qu'il y a il y a un auditeur, notamment Chandler77, qui a un problème d'image, mais il semble être le seul. D'accord. C'est pas parce que vous êtes obligé de mettre des masques parce que je suis là? Non, d'habitude, on porte les masques. Ah ouais, d'accord. Ça dépend. Sinon, j'étais prêt à les enlever. Si vous êtes... Ça dépend des émissions, mais c'est aléatoire. Il n'y a pas de politique pour la masque. Il y a une deuxième thématique, alors là, pour le coup, qui va, je pense, beaucoup vous intéresser, c'est la question des institutions. Alors, on a appelé ça les institutions, mais après, on pourra encore revoir le libellé. Alors là, il y en avait plein, et je pense qu'il faut qu'on en rajoute peut-être. Alors, c'est assez compliqué, c'est assez riche, ça va un peu partout. Il y en a une qu'on a retenue, en tout cas, pour la présentation du hors-série, c'était la question du RIC. Oui, bien sûr. Parce que, alors, pour plein de raisons. D'abord, parce que nous, on s'est beaucoup intéressé à l'époque au grand débat national. Et on s'est intéressé aussi à certains mouvements qui sont candidats encore aujourd'hui, le mouvement RIC, par exemple. Il y a même une candidate. Clara Heger, on a reçu ici également, qui fait sa candidature, qui base sa candidature essentiellement sur l'exigence de voir apparaître un RIC. Alors, en plus, un RIC sous toute forme, parce que dans le RIC, en réalité, il y a même d'autres débats. Est-ce que c'est un RIC constituant? Est-ce que c'est un RIC législatif? Il y a différentes formules. Il y a plein de formes de RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. Et donc voilà, celui-là, on voulait vraiment le garder parce qu'il est d'actualité. Alors, on en parle un tout petit peu moins et les candidats ne sont pas trop appropriés le sujet à part Clara Heger. Je crois que Christiane Taubira vient de se mentionner il y a quelques jours. Très bien. Bon, et je pense même aussi à Hidalgo. Voilà, je pense, à vérifier, mais je crois qu'elle s'est prononcée aussi là-dessus, donc ça peut devenir un objet de débat. De manière très générale, la question des institutions n'est pas encore entrée dans la campagne. Elle n'y entrera peut-être pas d'ici la fin, mais on est dans un moment où elle est complètement occultée. Elle est complètement mise de côté. Donc, mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas une question importante pour les citoyens et pour la démocratie. Donc, je vais prendre un exemple tout bête. C'est nous, on a regardé un petit peu pour préparer le sujet. Une ressource qu'on jugeait intéressante, c'était les synthèses du grand débat national, qui faisaient ressortir normalement les préoccupations principales des citoyens. Et il y en a une qui revient beaucoup et dont personne s'est vraiment penché sur la question, c'est sur la réduction du nombre d'élus et notamment du nombre de députés. Alors moi, j'étais assez étonné de découvrir que c'était une grosse revendication du débat national. Alors, c'est peut-être un peu symbolique, mais en tout cas, voilà, c'était une grosse... Moi, je la trouve intéressante, cette question. Pourquoi? Parce qu'elle révèle une sorte de, plus qu'une défiance maintenant, une sorte de rejet assez fort de la classe politique. Et en même temps, c'est une question extrêmement complexe parce que d'un certain point de vue, qu'est-ce que ça changera véritablement? À qui ça peut servir? Au-delà de l'économie immédiate qu'on peut faire sur le nombre de députés, est-ce que ça va rendre l'Assemblée plus représentative? Pas forcément, etc., etc. Mais je pense que c'est pas une mauvaise question. En tout cas, c'est une question que les gens se posent et à mon avis, elle est intéressante. Supprimer le Sénat, je regarde la liste pendant que vous en parlez. Supprimer le Sénat, oui, ça me paraît une très bonne question. Peut-être qu'il faudrait faire intervenir quelqu'un qui dise mais par quoi le remplacer? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on gagnerait à remplacer le Sénat par une chambre citoyenne tirée au sort. Bon, voilà, c'est encore de l'utopie pour l'instant. On avait à une époque fait le débat avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour ou contre un Sénat citoyen. Voilà, il y a une assemblée qui s'appelle une association qui s'appelle Sénat citoyen. Exactement. Alors, l'immunité présidentielle, ça c'est. Alors moi, je pense que même si c'est une question qui elle aussi est devenue marginale, la question du pouvoir du président de la République. Alors l'immunité présidentielle, c'est pas une mauvaise entrée en matière, mais les pouvoirs de la monarchie présidentielle, la 6e République aussi. Alors je sais pas si vous l'avez dit. On l'a pas vu parce qu'en fait, autant en 2017, c'est un mot qui a été omniprésent dans la campagne. Je sais. Et là, on a l'impression que c'est devenu un mot tabou. C'est vrai, vous avez raison. Il y a une disqualification de. Bon, alors, ce serait quoi les alors, thèmes, non, mais vous parliez, alors il y en a un qu'on n'a pas là, mais qu'on pourrait reprendre, c'est vous parliez de la représentativité. Est-ce que la proportionnelle ou la proportionnelle intégrale ça, c'est une vraie question. Au Parlement, c'est une question intéressante. Alors, proportionnelle intégrale,
voilà, je ne sais pas qui demanderait une proportionnelle intégrale, mais en tout cas, vraiment plus qu'une dose proportionnelle. Je ne sais pas comment le formuler, mais passer du scrutin majoritaire à la proportionnelle, et avec, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu au moment de la primaire populaire, on a utilisé une autre manière de voter, le vote par jugement majoritaire. Il y a un questionnement sur le mode de scrutin, de toute façon, sur la manière dont on vote. Et oui, la représentation proportionnelle, parce que contrairement à ce qu'on pense, les gens n'y sont pas forcément hostiles. On a le sentiment, la classe politique, il est hostile. En tout cas, ceux qui sont au pouvoir, ils sont hostiles. Mais les citoyens, ouais, c'est une bonne question, la RP, la représentation proportionnelle. Alors, je crois que tout à la fin, on va regarder, mais je crois que voilà, en fait, tout à la fin, on a des débats qu'on a appelés d'ouverture pour imaginer une élection différente. Et là, dedans, on a, pour reconnaître la reconnaissance du vote blanc, faut-il instaurer le vote au jugement majoritaire? Très bien. Le vote obligatoire est-il la solution? Très bien. Faut-il mettre en place le vote électronique pour pallier un petit peu la désaffection de certains aux échéances? Si on interdisait les sondages, le président est-il une institution monarchique? Et le dernier, c'était faut-il accorder le droit de vote aux étrangers qui y résident depuis longtemps chez nous? Alors, comme c'est le cas, par exemple, sur les élections locales. En tout cas, tous ces thèmes-là me paraissent vraiment très intéressants. Et parmi ceux que vous avez gardés, on a déjà, oui, voilà. Non, tout ça est tout à fait. Il faut effectivement être en mesure de réfléchir à notre logiciel politique, parce que le nôtre, quand même, est largement épuisé, ou en tout cas produit tellement d'effets pervers. Ouais, mais c'est vrai que autant on a vu Delphine Bateau pendant la primaire, des écologistes parler un petit peu, remettre en question le régime présidentiel. Mais depuis. Je sais bien. Alors, l'institution. Tout dépend aussi de la philosophie de votre numéro. Est-ce que c'est un numéro qui effectivement se cale sur l'agenda des médias, et on sait aujourd'hui à quel point il est biaisé et parasité par quelques questions qui sont vraiment extrêmement limitatives par rapport à l'ensemble des politiques envisageables, ou est-ce que vous voulez effectivement, sur des questions que vous jugez importantes, que vous jugez structurantes, faire un état des lieux? Ça c'est l'enjeu, c'est de faire un pas de côté et pas forcément respecter l'agenda soit des candidats, soit des médias mainstream. Donc, s'il y a des questions cruciales qui n'apparaissent pas, et c'est ça qu'on attend de vous aujourd'hui, il faut les mettre par le Voilà, vous avez écarté la 6e République comme sans priorité. Il y a quand même un candidat qui la défend vivement et qui en a fait un des socles de sa candidature, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et il y a une insatisfaction vis-à-vis de la 5e République quand même. Voilà, mais pour moi, c'est une question absolument structurante. Mais qui n'est pas traité, évidemment, qui ne sera peut-être pas traité d'ici la fin de la campagne. Peu importe. On n'en sait strictement rien. Non, mais on a déjà un candidat qui a des chances quand même d'être au premier tour qui le défend. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les institutions, sur toutes nos institutions d'ailleurs? Parce que là, on n'en parle pas trop parce que c'est pas trop visible, mais on ne parle pas du CESE, par exemple. On ne parle pas non plus. Alors, on avait évoqué le septennat ou au moins le mandat unique pour le président de la République. Mais voilà, on a jugé que ce n'était pas les... Non, là, je suis d'accord avec vous. Cela dit, j'étais mauvais homme parce qu'on avait bien mis la mise en place d'une 6e République, on l'avait dans la liste. Ah, vous l'avez dans la liste, très bien. Alors, je regarde un peu. Diminuer le nombre de parlementaires, ça a du sens. Le droit de vote, alors je reprends la liste que vous aviez provisoire. Instaurer le droit de vote à 16 ans, pourquoi pas? Il y a de plus en plus de pays européens qui commencent à poser cette question et voire même à adopter le droit de vote à 16 ans. Je trouve que c'est pas une petite question. Il y a quelques parlementaires qui défendent cette idée. Les candidats à un casier judiciaire vierge, c'est une très bonne idée. Moi, je trouve que c'est une très bonne question. Moi, je trouve que c'est une très bonne question parce que là aussi, dans les cahiers de doléances, c'est une question qui est... Je ne sais pas si vous avez fait la même analyse, mais c'est une question qui revient. Et c'est une question qui fait sens au regard de l'accusation générale de corruption des candidats. Et je trouve que... Et là, demander aux candidats de se positionner par rapport à ça, je pense que ça peut être très intéressant. C'est clair. Alors, j'en profite, il y a une question dans le chat, c'est est-ce que Loïc Blondiot, ça a sauté, a un modèle institutionnel existant dans un autre pays qui pourrait servir à la France? Non, ce serait un mélange. Ce serait un mélange de régime parlementaire
qui est la norme au niveau européen, c'est-à-dire allemand, scandinave et de Suisse. C'est ça, avec les votations, du coup. Avec cette contrepartie de l'initiative citoyenne, la possibilité pour les citoyens vraiment de trancher des questions importantes et de les mettre à l'agenda, ça, ce serait mon modèle. C'est une sorte de mixte entre le système allemand, que je trouve assez équilibré, de régime parlementaire, et le système suisse. Et donc, le risque, alors la critique qu'on porte souvent au régime parlementaire, c'est la difficulté parfois de devoir trouver des coalitions et de devoir faire des compromis sur sa politique. Mais ça fait partie des fantasmes qui sont nourris par la Ve République, par exemple, qui dit que la Quatrième République, c'était absolument l'enfer, que les gouvernements étaient... C'est ce qu'on apprend à l'école. On diabolise le régime parlementaire, alors qu'avec les Anglais, et encore les Anglais ont quelque chose qui y ressemble, mais en fait, on est les seuls en France à avoir cette monarchie présidentielle dont on ne peut pas dire qu'elle soit particulièrement efficace et capable de susciter de la légitimité politique, ou du consentement de la part des citoyens. Non. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les régimes de coalition qui obligent les gouvernants à passer des compromis arrivent beaucoup mieux à faire passer leur politique et à produire des réformes, ou en tout cas des réformes que les régimes où il y a un seul l'emporte avec une légitimité très faible sans être obligé de négocier. C'est ça le paradoxe. C'est que quand vous êtes obligé de négocier, lorsque vous produisez une décision, elle est beaucoup plus robuste que lorsque vous essayez de l'imposer, et puis à ce moment-là, vous avez la rue qui se mobilise. Donc, c'est vraiment une logique, la logique parlementaire. Moi, j'y suis entièrement favorable. Ok, bon, c'est un très bon sujet. On pourrait presque se poser la question, du coup, alors, au-delà de la 6e République, est-ce qu'il faut un régime parlementaire? Bon, je pense que c'est implicite derrière la 6e République. C'est-à-dire que si on veut changer la 6e République, c'est pas pour établir une dictature, je pense. C'est pour, je pense. Je profite pour dire, alors, tu as mis ta caméra, du coup, pour dire que Florent nous avait rejoint très discrètement. Alors, il y a aussi une question, est-ce que Poutine sera dans ce numéro? Écoutez, j'en suis pas sûr. On verra, on abordera la question des relations internationales, mais... mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que l'attitude à l'égard de la Russie, elle clive énormément? Il y a un débat qu'on n'a pas finalisé, mais qu'on veut vraiment mener, c'est est-ce que finalement, on ne peut pas faire des Russes nos amis? Voilà, c'est exactement considérer notre relation. Exactement. La Russie est-elle un ami ou un ennemi? Est-elle un ennemi ou un partenaire? Il y a effectivement des clivages assez forts. Alors, la politique à l'égard de la Russie doit-elle être conciliante ou quelque chose comme ça? Plus ouverte en tout cas. C'est sûr qu'on parle de ça au moment même où Emmanuel Macron est en... Exactement. Absolument. Et on avait par exemple en 2017 François Fillon, très accommodant avec la Russie, on a Marine Le Pen, on a Jean-Luc Mélenchon qui sont très accommodants avec la Russie, et on a d'autres, c'est un enjeu de relations internationales. Alors, vous parliez des médias tout à l'heure, dès qu'il y a un candidat ou une personnalité médiatique qui montre des affinités avec les Russes, elle est tout de suite diabolisée. Alors, vous parlez de Marine Le Pen, François Fillon, on a François Fillon, comment? Parce que François Fillon bosse aujourd'hui pour plusieurs grosses entreprises russes. Voilà, justement, on a appris qu'il était au conseil d'administration. C'est vrai que la presse de ça et le traitement médiatique a été un peu virulent. Ce sera intéressant de voir comment se positionne Éric Zemmour par rapport à ça. Ouais. À mon avis, Éric Zemmour, est très... Alors, je ne sais pas s'il en a parlé déjà ou s'il s'est positionné, mais à mon avis, est assez fasciné par le modèle poutinien, d'un certain point de vue. Il y a une forme de... Et donc, du coup, je pense que ça fait bien le partage entre en tout cas des styles politiques, ou en tout cas des conceptions même du pouvoir, de la souveraineté. Moi, c'est une belle question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, Zemmour, il va plutôt prôner un désalignement, au moins partiel, avec les États-Unis. Parce que on fait un débat la semaine prochaine avec la conseillère diplomatique d'Éric Zemmour qui, elle, défend la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Voilà. Donc, en tout cas, de ce côté-là, c'est à peu près clair. Du coup, ça fait une bonne transition dans la catégorie d'après, qui est la catégorie internationale. Et alors, le premier sujet, on ne l'a pas forcément retenu, mais je pense qu'il a quand même son importance, c'est faut-il quitter l'OTAN? Alors, pour être précis, c'est faut-il quitter le commandement intégré de l'OTAN? Mais ça, dans l'article, si on traite, on verra à ce niveau de détail. Après, il y a bien sûr un sujet qui va fatalement occuper beaucoup la campagne quand elle va s'intensifier, c'est notre relation vis-à-vis de l'institution européenne. Est-ce qu'il faut quitter ou pas l'Union européenne, sachant qu'il y a quand même pas mal
de candidats ou candidates qui, à minima, disent des choses du type on va renégocier complètement le fonctionnement des institutions, alors sans vraiment savoir ce que ça veut dire, hein. Mais en tout cas, la question de la pérennité de notre présence dans l'Union européenne, elle va être forcément beaucoup débattue. Oui, mais là, il y a plus, en tout cas, à part Alcino et peut-être quelques autres petits candidats, plus personne n'annonce vouloir quitter l'UE. Ça a changé, je pense qu'il y a eu un reflux de ce thème, en tout cas par rapport à 2017, où il y avait au moins Marine Le Pen en plus. Et Mélenchon qui était dans une Et Mélenchon, c'était effectivement, et là je pense qu'il y a un certain reflus, mais bon, ça, il n'empêche que c'est toujours une question d'actualité. Et ce serait quoi la vraie question? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de... À la fois, il y a plus grand monde qui souhaite vraiment quitter l'Union européenne, à la fois, il y a personne qui est vraiment satisfait avec l'Union européenne aussi. Du coup, est-ce que la question, c'est quoi? Est-ce que c'est renégocier les traités? En même temps, on a un peu tout le monde va renégocier les traités sans forcément... c'est quoi la vraie question de débat ou la question un peu clivante derrière ça? Là, vous avez prévu la deuxième question, faut-il une Europe fédérale? C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait la bonne question entre les deux, entre l'UE, et faut-il une Europe fédérale? Faut-il renforcer les pouvoirs de l'Europe qui amènerait effectivement, ou faut-il... non, je sais pas comment formuler la question pertinente à propos de l'Europe qui serait distincte de ces deux-là. Je sais pas. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas beaucoup de place entre les deux. Faut-il quitter l'UE? Faut-il une Europe fédérale? Non, faut-il renforcer les pouvoirs de l'Europe? Mais non, personne non plus ne préconise ça. Plus personne ne propose un petit peu Emmanuel Macron. Jadot, peut-être un peu. Faut-il... Là, ça spécifie trop. Faut-il que l'Europe ait une souveraineté militaire, par exemple? On a abordé la question de l'armée européenne. Voilà, faut-il une armée européenne? Européenne. Mais bon, ça, vous l'avez déjà. Bon, gardez, faut-il quitter l'UE? Et puis là, vous aurez au moins un thème et une thématique sur l'UE. Sachant que la question de l'armée européenne, ça pose fatalement la question de la souveraineté en termes de défense. Parce que pour projeter une armée, bien sûr, pour l'instant, c'est la même chose. Il y a la question de la primauté du droit européen qui a pas mal fait débat, notamment à la Pologne, tout à fait. Et qui a trouvé beaucoup d'écho assez divers chez les Tout à fait. Ça, c'est une vraie. Voilà, peut-être que ça, c'est la bonne question. Faut-il abandonner la primauté du droit européen sur le droit français? Okay. Ça, c'est un thème qui fait surgir le clivage autour de la souveraineté. C'est une très bonne idée. Et là, l'extrême droite s'est positionnée très et y compris la droite, hein, je crois que Valérie Pécresse, c'était aussi Michel Barnier, etc. L'aide sur la Cour européenne, alors sur certaines questions européennes, Convention européenne des droits de l'homme, c'était assez spectaculaire, clairement. Et donc ça témoigne du fait que au moins ces acteurs politiques ont le sentiment que c'est une question importante dans l'opinion. L'idée que la primauté du droit européen sur le droit, ça renvoie à la dénonciation de la bureaucratie, de Bruxelles, etc. Et à cette idée qu'il y aurait une tyrannie, une tyrannie européenne. Et puis encore une fois, ça revient aussi à la question de la souveraineté, c'est-à-dire que si on accepte de renoncer totalement à nos souverainetés législatives, c'est une très bonne entrée. Après, on avait pas mal d'outils sur la question sociale, parce que c'était pendant un moment donné le sujet, enfin la promesse d'Emmanuel Macron avec un socle social, qui ne s'est pas énormément concrétisé, mais on se posait la question de faut-il un SMIC européen? On a essayé de le faire, mais il y a une telle disparité en réalité de salaire et de droit du travail dans les pays européens encore aujourd'hui que ça semble plus qu'utopique. Donc on se posait la question de la pertinence de le retraiter. Si vous posez la question, c'est à quelle hauteur? Parce qu'effectivement, je pense qu'un travailleur français pourrait se dire le SMIC européen, c'est sûr, on va baisser. Tu vois, donc tout dépend, c'est dans les détails que ça compte. Donc je ne crois pas que ce soit une bonne question. D'ailleurs, on voit que Emmanuel Macron a un peu réorienté son discours parce que autant il y a 5 ans, c'était sur le socle social. Là, j'ai l'impression qu'il a plus parlé d'un nouveau Frontex ou en tout cas de la souveraineté des frontières européennes. Hein. Donc on voit qu'il a aussi un petit peu sur l'Europe, alors, est-ce que la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne est une question qui fait consensus ou pas? J'ai tendance à penser qu'elle fait consensus, mais ça fait partie des enjeux de débat.
taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Parce qu'effectivement, je pense je l'avais vu au moment de la Convention citoyenne pour le climat, les citoyens étaient contre la taxe carbone en France, mais ils étaient absolument pour la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Ok. Mais pourquoi? Parce qu'ils y voyaient une forme de protectionnisme économique. Oui, c'est à la fois le beurre et l'argent du beurre. C'est vraiment, on a la taxe carbone, dont on sait que c'est un des seuls moyens effectivement de limiter les gaz à effet de serre, et en plus indolore parce que le coût de le coût du carbone est assumé par les exportateurs hors Union européenne et pas par les consommateurs. Et pas par les consommateurs. Un effet relocalisation, en fait. Voilà. Un certain type de production, on pourrait imaginer ça. Voilà. Je reviens juste rapidement. Alors, bonjour O'Hara, et qui disait quand même sur sur l'Europe, sur l'Union européenne, qui disait quand même Mélenchon dit quand même soit on s'aligne avec les traités, soit on s'aligne pas avec les traités, soit on en sort. Donc, qui exclut pas complètement l'option sortie de l'Union européenne. C'est vrai. Ok. Du coup, on peut rajouter une taxe carbone aux frontières européennes. Pourquoi pas. Ça fait un bon sujet. Si ça fait débat, effectivement. À voir si ça fait débat. Regardez un petit peu. Complètement. Non, mais c'est sûr. Non, mais ça conditionne. Le SMIC européen, en effet, c'est assez complexe. On l'avait déjà traité, mais ça appellerait des mécanismes d'ajustement un peu compliqués. Et après, il y avait aussi effectivement refuser tout nouvel élargissement de l'Union européenne, mais j'ai l'impression que c'est pas trop à l'ordre du jour. Ouais. Et on en a parlé, créer une alliance avec la Russie, pour l'interrogation. Ça, on l'a évoqué. Ça, probablement qu'on peut le garder. En termes de politique internationale, c'est pas mal. Et Éric Zemmour a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il estime que Macron a raté ses chances avec la Russie. Oui, c'est ça. Oui, on a vraiment une sensibilité pro-russe qui est très très forte parmi nos élites, pas seulement politiques, mais aussi culturelles, économiques, sociales. C'est un débat qu'on a souvent à la rédaction ici, parce que je me fais vite traiter de russophile, juste parce que parfois je m'offusque de l'écart de traitement qu'il peut y avoir entre les actions de politique étrangère des États-Unis et celles de la Russie. Bon, dans le cas de l'Ukraine, c'est un peu différent, mais on pourrait quand même en débattre un petit peu, quoi. Ok, ensuite, il y avait un énorme volet économie. Ouais. Alors, on en a déjà parlé, mais c'est... le nombre de fonctionnaires, c'est un pas important, mais où le classer? Alors, est-ce que c'est plus économie? Est-ce que c'est vraiment traitement à cheval? Je dirais plus économie, parce que c'est... Ça a à voir avec l'idée de fiscalité, ça a à voir... mais en fait, c'est un peu artificiel. C'est pas... L'impôt sur l'héritage, absolument. Ça, tout à fait. L'ISF, absolument. Alors, juste là, pour les auditeurs, en fait, effectivement, la question, c'est est-ce qu'il faut augmenter ou diminuer l'impôt sur l'héritage? Là, pour le coup, les candidats et candidates sont beaucoup positionnés là-dessus. Les candidats de droite, plutôt jugeant qu'il fallait diminuer les droits de succession. Plus Christine Taubira. Si on pense qu'elle est encore de gauche. Je ne savais pas que c'était pensé. On ne touche pas aux successions jusqu'à je ne sais plus combien de millions d'euros. Et à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon qui dit au-delà de 12 millions d'euros, on prend tout. Donc, en fait, et celui-là, on est déjà en train de travailler sur celui-là, donc je pense qu'on le fera. Et justement, un des contributeurs m'a dit non, moi, je ne vais pas défendre l'augmentation des droits de succession, mais plutôt le fait de plus taxer les gros patrimoines. Et donc une meilleure progressivité dans l'impôt sur les successions, parce que c'est un sujet qu'on a mis à évoquer. Il faut rappeler qu'il y a 85% des foyers en France qui ne paient pas d'impôt. Les héritages qui ne sont pas taxés. Pardon, les héritages qui ne sont pas taxés. Les héritages qui ne sont pas taxés, parce qu'en filiation directe, on n'est pas taxé jusqu'à 100 000 euros, je crois, par enfant. Et donc, plus, en fait, ce qui fait plus les donations. Ce qui fait qu'en réalité, les 85% des patrimoines ne sont pas assez importants pour être taxés aujourd'hui en France. Bon, c'est pas l'image que le grand public a toujours de cette question. Et du coup, il y a un vrai sujet sur ça, parce que le risque, alors certains économistes, notamment les plus célèbres comme Piketty, disent qu'il y a un risque de créer des élites de rentiers finalement. Tout à fait, on revient au 19e siècle et à une société de rentiers, absolument. Donc celui-là, on va absolument regarder parce qu'il est important. Il y en a un autre qui est très emblématique, c'était la question de l'ISF, qui est toujours un peu la justice fiscale. Est-ce qu'il faut rétablir l'ISF? Ça paraît une question toujours d'actualité, objectivement. Bon, c'était vous voulez vous en débarrasser de ça? Non, au contraire, on pense qu'elle est
Alors, ça s'appelle plus l'ISF maintenant. C'est l'IFI maintenant, effectivement. Du coup, on rétablirait ou pas? Faut-il rétablir l'ISF? Parce qu'effectivement, alors juste pour ceux qui ne sont pas trop au courant, Emmanuel Macron a supprimé l'ISF pour le substituer par l'IFI, qui en fait vise à taxer les gros patrimoines immobiliers. Voilà. Et plus vraiment exempter tout ce qui est actions, obligations, etc. Tout ce qui est fortune financière. La fortune financière, c'est la fortune patrimoniale qui est taxée. La fortune financière n'est plus du tout. C'est le reflet d'une vision de la politique. Ouais. En tout cas, ce qui avait été pas mal décrit à l'époque, c'est qu'en fait, on se rendait compte que c'est plutôt les très très riches qui possèdent des capitaux liquides comme ça, et pas forcément de l'immobilier. Donc, il y avait la question de l'ISF en économie. On avait une question aussi sur la TVA. Faut-il abaisser la TVA sur les carburants et énergie ou sur les produits de première nécessité, ou carrément supprimer la TVA? Alors, ça sera Nathalie Arthaud proposé de supprimer la TVA. C'est vrai, c'est un truc, mais. Je ne sais pas. Moi, honnêtement, Alors, il faut se rendre compte qu'effectivement, c'est une source de revenus pour l'État qui est considérable parce que je crois que c'est de l'ordre de 120 milliards d'euros par an, donc ce n'est pas une paille non plus. Mais par contre, il y avait un gros débat sur la question de la TVA sur les produits de première nécessité, de mettre la TVA à 0%. Et là, peut-être qu'elle se débat. Il y aurait une question qu'on voudrait vraiment garder, c'est la question de l'âge de la retraite. Et pas en se posant la question. Alors, Sylvain, dans l'équipe, nous disait aujourd'hui qu'il y a quelques médias qui traitaient que de la question de l'augmentation de l'âge de la retraite, parce que c'était légitime ou pas. Nous, on voudrait le faire de manière plus équilibrée. Est-ce qu'il faut diminuer l'âge de la retraite ou l'augmenter, voire le laisser tel qu'il est, à 62 ans aujourd'hui? Ça va être pour le travail, c'est des questions emblématiques, c'est des questions vraiment. Et le temps de travail, effectivement, est-ce qu'il faut aller vers une partie. Réduire ou augmenter plus vers sup défiscalisé, c'est-à-dire une incitation à travailler plus, ou au contraire, plutôt, c'est ce cas du jour, 32 heures, c'est une très bonne question. D'autant que sur l'âge de la retraite, je crois que Marine Le Pen a dit qu'elle, si elle en avait les moyens, elle reviendra à 60 ans. L'âge de la retraite à 60 ans, ce qui est quand même significatif. C'est effectivement des positions à droite qui sont antagonistes. Ah oui, Jean-Luc Mélenchon a défendu aussi récemment un retour à l'âge de la retraite à 60 ans. Alors, il y a Ecladus qui propose dans le chat, faut-il modifier l'âge de départ, justement, pour être plus équilibré? Alors, juste, il y a Alpha Charlie qui revenait sur la TVA, qui soulignait que c'était l'impôt le plus inégalitaire. Mais c'est celui qui fait participer tout le monde. Alors, effectivement, on souligne souvent que c'est l'impôt le plus inégalitaire, parce qu'en proportion, les plus bas revenus, les plus petits patrimoines payent beaucoup plus de TVA que les plus riches. Et effectivement, il y a Aura qui revient sur le temps de travail, effectivement, qui semble être aussi un sujet important. Le nombre d'heures de travail par semaine, donc entre les 32 heures défendues par certains et Macron qui parle de 45 heures, certains évoquaient aussi les 39 heures, donc le retour aux 39 heures qu'on avait juste avant les 35 heures, mais impossible de me rappeler qui. Donc il y a effectivement la question du temps de travail dans la semaine. On pourrait se poser de la même manière, est-ce qu'il faut l'augmenter, le réduire je pense que c'est la bonne manière de faire les choses, parce que certains proposent je me souviens de Benoît Hamon en 2017 avec l'idée de remettre ça. Vous avez parlé du revenu minimum. Alors on en a pas mal parlé, là il n'est pas dans la liste, mais c'est une bonne question parce qu'on n'entend pas trop de. Alors c'est vrai que si pour la jeunesse, quelque chose comme ça, mais c'est vrai que cette question. On avait évoqué le RSA jeune. Okay. Mais c'est très marqué Benoît Hamon, j'ai l'impression que personne ne reprend vraiment la proposition sur laquelle c'est jamais. Il a cramé le sujet. Non, mais voilà, et puis c'est malheureusement c'est un vrai débat de société à avoir, parce que il y a aussi toute une réflexion sur la croissance, sur l'écologie, sur l'orientation de nos sociétés autour du travail, des activités de production, qui est très problématique. Mais bon, voilà. Mais alors on en a fait, mais alors, le truc c'est que effectivement c'est pas trop défendu. Nous on avait fait on a débattu déjà du salaire universel, sachant que ça revêt parfois différentes formes en réalité, à pas confondre avec le salaire à vie de Bernard Friot, qui est une notion complètement différente. Qui est un salaire à qualification qui vise à rémunérer tout le monde, pas pour le travail produit, mais plutôt pour ses compétences, qu'elles soient utilisées ou pas. Donc ça, on l'a déjà pas mal abordé, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas repris là dans celui-là. Je ne veux pas non plus traiter de tout. Est-ce que tu as j'ai plus de batterie, est-ce que tu as la suite de la liste? On était toujours dans l'économie, du coup. Est-ce que dans l'économie, il manque un gros sujet? Dans la liste que je vois, parce que tu ne parlais pas de tout, la décroissance, c'est une bonne
trouve que c'est une bonne réflexion. Alors, est-elle une solution? C'est un peu vague. Ouais. Est-elle une solution pour affronter les défis environnementaux? Alors, est-ce que vous avez traité des questions environnementales ou écologiques? Ouais, je ne pense pas. Un volet à part. Il y a un volet à part là-dessus, qu'on a appelé environnement-énergie. Sur la décroissance, alors c'est vrai qu'en plus la décroissance, forcément c'est très lié en plus. Mais on avait posé 2 questions sur la décroissance. Il y avait la première, c'était est-ce que c'est viable, est-ce que c'est souhaitable? Parce qu'il y a des gens aussi qui ne souhaitent pas la décroissance, tout simplement. La deuxième question qu'on avait posée, c'était la décroissance au regard des inégalités. C'est-à-dire, est-ce que la décroissance peut réduire les inégalités ou est-ce qu'au contraire, ça va les aggraver? Ouais, mais bon, ça c'est pareil. C'est un peu des questions importantes, mais vraiment très. Mais c'est peut-être un peu trop pointu, effectivement. Oui, pas mal de remarques. Anatil Saillant qui nous dit que Xavier Bertrand n'est pas hostile à un retour aux 39 heures sur France Inter. Il y a Chandler77 qui se pose la question de est-ce que la retraite pourra toujours exister sous sa forme actuelle, c'est-à-dire par répartition, au-delà de la durée de cotisation. Est-ce que en fait la retraite, cotisation comme ça dans des caisses assez larges, ou est-ce que c'est faut-il encourager la retraite par capitalisation? Ouais. Il n'y a plus vraiment, je trouve que c'est plus dans le débat vraiment, cette idée de, parce que je sais pas, mais pourquoi pas. Non, mais il y a eu des craintes à une époque. Je me rappelle qu'il y avait un gros fonds de pension comme ça par capitalisation qui était souvent reçu à l'Élysée. BlackRock, voilà. C'est BlackRock qui a été reçu quelquefois, qui laissait craindre que la réforme de la retraite serve à une bascule vers une retraite vers capitalisation. Bon. Je pense que c'est un des enjeux forts quand même. Hein. C'est-à-dire que si on veut à ce point changer le système de retraite, c'est aussi pour ça. Bon, cela dit, je vois mal Emmanuel Macron venir maintenant avec une proposition de cette nature à quelques mois de l'élection. Ouais. En même temps, il va y avoir quand même, ce sera un jeu. Comment dire, il y a des gens qui vont perdre avec la nouvelle réglementation, en tout cas celle que Emmanuel Macron envisage, donc ils seront obligés d'envisager aussi la retraite par capitalisation. Donc, voilà, ça risque d'encourager un peu ça. Ah bah ouais, indirectement, ça c'est à peu près sûr. Alors, il y a plein de. Alors, il y a Alpha Charlie qui propose pas mal de questions purement économiques, mais là je trouve qu'on en a déjà pas mal, qui confirme la retraite par capitalisation. En tant qu'ancien salarié anglais, j'ai toujours préféré ça. Bon. Bah, du coup, comme quoi ça peut faire des émules. Très bien. Alors du coup, après, la question économique, qu'est-ce qu'on avait? Après la question économie, il y avait le côté environnement-énergie. Environnement-énergie. Alors, on se posait pas beaucoup de questions. Alors, il y avait la question, faut-il interdire les vols intérieurs? Mais ça c'est un peu semi-enterré après la Convention citoyenne pour le climat, parce que ça a été à moitié accepté. Donc, en fait, c'est peut-être une petite moitié, en tout cas, mais ça a été à moitié accepté suite à la Convention citoyenne pour le climat. Il y avait des questions surtout. Alors, il y a la question ultra clivante du moment, qui est la question du nucléaire. Oui, mais les centrales. Les centrales, effectivement, aujourd'hui, donc c'est sans jeu de mots. C'est effectivement est-ce qu'il faut construire des nouveaux EPR, ou alors la question des mini-réacteurs, parce que j'ai l'impression que c'est un peu les 2 pistes qui sont proposées pour l'avenir du nucléaire. C'est là-dedans qu'on a mis la taxe carbone aux frontières. Bon, je l'ai prévu. Effectivement, je la revois là. Alors, il y a O'Hara qui propose un peu pas mal la question des énergies avec la proposition de renationaliser EDF par Jadot, qui proposait de renationaliser. Il faut renationaliser. Ce qu'il faut nationaliser, c'est renationaliser l'électricité, et surtout, ce qu'il faut nationaliser toutes les entreprises d'énergie. Ça, c'est autre chose. Oui, parce que renationaliser EDF, bon, aujourd'hui, le statut, l'autonomie d'EDF par rapport au gouvernement. Ils sont encore détenus à plus de 80%. Ouais, voilà, c'est comme si c'était. Moi, je ne vois pas l'enjeu de renationaliser EDF. Et au contraire, EDF est en train de se débarrasser d'un certain nombre d'activités vers le privé. Et donc, on a presque une renationalisation de fait. Donc voilà, mais je ne sais pas. Peut-être c'est une bonne question. Mais là, dans les questions, je trouve que la question sur les éoliennes est incontournable, parce que c'est un vrai enjeu de débat, c'est un vrai enjeu de conflit, c'est un enjeu sur lequel les partis politiques ont contribué à
politisé ce débat de manière assez forte, notamment les partis de droite. Donc, c'est vraiment une bonne question. Et en plus, c'est, je crois, le sujet sur lequel la Commission nationale de l'électricité a été le plus saisie au cours de ces dernières années, c'était l'éolien. L'éolien offshore, plus que l'éolien terrestre, parce que en fait, on a des seuils de saisie de la Commission qui, voilà. Mais les parcs éoliens offshore, c'est les parcs qui suscitent le plus de conflits aujourd'hui. C'est les projets qui suscitent le plus de conflits aujourd'hui. Alors que ce n'était pas du tout le cas il y a 15 ans. C'est une question qui est devenue d'actualité. Les éoliennes ne suscitaient pas beaucoup de conflits autrefois. Cela dit, on avait très très peu. Oui, certains disent que c'est l'effet d'accumulation qui pose problème. Bon, mais non, en tout cas, c'est un objet de débat. La chasse à courre, c'est aussi un objet de débat, objectivement. Et là-dessus, par exemple, quelqu'un comme Macron sur la chasse a choisi son camp, très clairement, en éliminant moitié le permis de chasse, etc. Donc, il s'est mis du côté des chasseurs. Donc, c'est un thème qui touche. Alors, on peut le voir sur les stats, dans les commentaires, le sujet de la chasse sur notre site est ultra clivant. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Le glyphosate, oui. Alors là, oui. Mais la vraie difficulté, c'est que tout le monde est pour sur le principe, la diminution du glyphosate, mais il y a ceux qui veulent que ça se fasse très très progressivement dans très longtemps. Voilà, mais tout le monde sait que le glyphosate est quand même en tout cas, sauf petite minorité, tout le monde sait que c'est quelque chose de pas. D'ailleurs, il y a un film là qui sort, qui va faire parler de bruit, je crois que ça s'appelle Goliath, qui reprend un peu l'histoire du glyphosate, qui va faire beaucoup parler, je pense. Du coup, ça va remettre le sujet du glyphosate au centre un peu de l'attention et de la campagne. Non, mais tout ça, c'est bien. Effectivement, le côté, alors c'est ce qu'on a dit, effectivement, c'était croissance verte. Est-ce que croissance verte est possible? Parce que c'était aussi un peu la question derrière. En fait, c'est la question inverse, c'est la question posée inversement de la décroissance. Ouais. Mais c'est en fait, est-ce que la croissance verte est possible? Alors, par conséquent, du coup, si elle n'est pas possible, ça veut dire qu'il faut de la décroissance sociale. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas? Oui, non, c'est sophistiqué comme raisonnement, mais alors, en tout cas, c'est pas la manière dont les gens se posent la question. Si vous vous orientez dans cette direction-là, il faut simplifier, en tout cas, reformuler la question. Croissance verte, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si ça fait sens. Ah oui, d'accord. La notion de croissance verte, pour tout le monde, je ne sais pas. Développement durable, c'est aussi tous les débats sur le développement durable. Est-ce que le développement durable, c'est un oxymore, puisque c'est forcément de la croissance, le développement durable. Un oxymore au sens où c'est une contradiction dans les termes. Il ne peut pas y avoir de croissance durable, parce que la croissance contribue à l'épuisement des ressources naturelles. Ça pose la question. Alors, j'en profite pour faire une super transition avec une interview qu'on fait demain de Denis Colombi sur pourquoi est-on tous capitalistes malgré nous. Donc, on parlera beaucoup du modèle capitaliste demain. Et du coup, ça pose cette question-là. Est-ce que le modèle capitaliste est compatible avec un épuisement des ressources? Non. Là, il y a une réponse. La réponse est tranchée. Il y en a beaucoup qui disent, qu'on appelle les technologistes, qui pensent que dans l'inventivité du marché, on va trouver des solutions pour venir à bout de cette crise climatique, cet épuisement des ressources. Je pense qu'il y en a moins quand même qui pensent. Faut écouter Elon Musk. C'est pas parce qu'il y en a des très visibles que... Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas négliger l'attraction que ces gens-là peuvent avoir sur des sphères d'influence. Consumériste, si. Effectivement, l'imaginaire consumériste que ça traduit, et l'imaginaire productiviste, techniciste que ça produit, c'est un univers qui est encore assez puissant. Alors, dans le sujet de débat, vous n'avez pas parlé, peut-être que c'est un peu plus atone maintenant, mais la limitation de la vitesse sur les autoroutes, qui a des enjeux écologiques. Et puis, ça renvoie à un des objets de polarisation aujourd'hui, qui est la liberté de l'individu. Si j'ai plus le droit de conduire ma bagnole à 130 km/h, je perds ma liberté. C'est une très bonne question. On a parlé il y a pas longtemps avec Aurélien Bigot, sur la question des mobilités, qui disait qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'issues au fait qu'il fallait à un moment donné ralentir. Bien sûr. Je crois qu'il y a Yannick Jadot. Maintenant, si Yannick Jadot ne s'est pas exprimé là-dessus, sans être forcément très clair sur la prise de position, mais... Ok, non, mais on peut, de toute façon, on peut parler de la question de la limitation de vitesse, qui a pour le coup fait
parlé beaucoup ces 5 dernières années. Et qui est aussi une des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Ouais, mais sur laquelle il y a eu le plus de clivage. Il y a eu 2 questions sur lesquelles il y a vraiment eu des clivages, c'est ça et la semaine de 32 heures, qui a été abandonnée finalement. Oui, c'est celle qui a été écartée quasiment immédiatement. Voilà, elle a été écartée au fil de la discussion, mais les 110 km/h, elles ont dû être votées. Ils l'ont proposé parce qu'ils ont été convaincus par les arguments d'experts qui disaient que c'était vraiment un moyen de diminuer les gaz à effet de serre, tout simplement. Il y avait un effet d'efficacité de gaz à effet de serre très fort. En tout cas, il y avait un effet significatif notable. Là, il y avait une minorité. Alors, Macron a mis son veto immédiatement, c'est très intéressant, parce que ça voit que c'est un sujet sensible. Et il y avait une minorité non négligeable. Je crois qu'elle a été votée à 60% par les citoyens de la Convention citoyenne, alors que le reste des propositions avait été voté à 90% à la quasi-unanimité. Donc c'est quand même intéressant. Là, je ne me rappelais pas que celle-là avait fait l'objet de Si. Ok, bon, on peut la rajouter. Et en plus, pour le coup, je pense qu'elle fera beaucoup de débats, donc ça me va très bien. Sur la question, du coup, environnement-énergie, est-ce que vous voyez d'autres questions? Non, je pense qu'on a fait le tour. Sur l'élevage intensif, non, parce que faut-il interdire les fermes usines? Bon, tout le monde, personne n'est vraiment pour, sauf une toute petite minorité d'agriculteurs ou d'exploitants agricoles. Bon, ça, c'est pas... Ok. Par contre, sur la cause animale, moi, je pense que sur la cause animale, c'est une des causes qui monte le plus dans nos sociétés, et il faudrait voir s'il y a quelque chose qui clive et qui révèle finalement des oppositions dans la société. Alors, il y avait la corrida historiquement, la chasse à courre, bon, ça le fait. Il y avait les animaux de cirque aussi, mais bon, peu importe, faut-il interdire mais en même temps, c'est un peu marginal. Mais ça dit quand même quelque chose de perception de la condition animale, mais en plus, je pense que c'est les animaux de cirque, ça a été voté. Oui. Je ne suis pas sûr. Oui, ça a été vraiment voté. Les delphinariums, les dauphins, mais sur les animaux de cirque. Je crois que les plus récents, ça a été refusé dans un premier temps. Ça avait été refusé en fait en même temps que les delphinariums. Et ça a été voté dans une loi qui est passée il y a très peu de temps. C'est moi qui n'ai pas actualisé, mais interdire l'élevage en... Tu vois, l'élevage en batterie ou l'élevage industriel, ça fait peut-être... Bon, je sais pas. Bon, laissons tomber. Ce que j'ai trouvé, les cirques ne pourront plus détenir et présenter un spectacle des espèces sauvages d'ici 7 ans. 7 ans, voilà. 7 ans, d'accord. Voilà, il y a un moratoire. Ça a été... C'est moi qui n'ai pas tout la journée. Et sinon, une question qui pourrait être intéressante, c'est celle de l'obligation d'un repas végétarien dans les cantines. On a évoqué cette mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà une obligation de proposer une fois par semaine un repas végétarien dans les cantines, qui est déjà en cours. En fait, qui est assez régulier, mais qui est déjà en cours. Tous les jours. Et pas tous les jours. Une fois par semaine. Ok, mais ça... Non, mais en fait, c'est une bonne question. En fait, on a débattu entre nous, on était pas d'accord sur la pertinence du débat, du coup... si, elle dit très long, elle aussi, comme la limitation de vitesse, sur des définitions de la liberté, des définitions qui sont antagonistes. Moi, je vois, par exemple, comment un candidat comme Fabien Roussel acquiert de la visibilité simplement en disant que pour lui, un bon repas, c'est la viande, le fromage, du vin. Ça veut dire que là, il y a quelque chose dans la société autour de ça. Mais... Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la question de la vitesse sur les routes, il n'y a pas de doute que ça sera un bon sujet, parce que ça fait beaucoup réagir. C'est vrai. Donc, il n'y a pas de doute. Alors, Eclatus qui nous précise que Jadot a proposé 120 km/h sur l'autoroute. Donc, c'est ça, une forme de proposition intermédiaire. Et il y a un gros débat pour savoir si le 80 est toujours obligatoire. Et non, il y a des départements qui ont rétabli le 80. C'est à la main du département. C'est à la main du département. Et du coup, Chandler 77 et apparemment, ont rétabli le 90. Ne stigmatiser personne ici, mais c'est vrai que les gens soient peu préoccupés par le climat. Voilà. Le message est passé. Le 80 était plus pour des questions de sécurité que de climat. Je pense que la motivation première, c'était ça. Ok, très bien. Alors après, du coup, on avait des questions de santé, il me semble. Alors, avec des questions aussi, c'est pareil, on est preneur de conseils parce que notamment la thématique santé a été très marquée par le Covid. Or, on se rend
aussi que c'est des données, ou en tout cas des problèmes qui changent extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que personne n'a la même opinion maintenant qu'au début de la crise du Covid, mais même qu'il y a 3 mois ou 6 mois. Donc effectivement, on se demandait quels étaient un peu les... Ouais, c'est compliqué. C'est pas simple cette thématique-là parce qu'elle intéresse beaucoup. Mais... Alors, il y a une question qui n'est pas trop liée au temps, c'est la question des déserts médicaux. Ça, c'est une vraie question. Ah, mais il y a une forme de consensus. Tout le monde est d'accord pour Vous êtes sûr? Ouais, mais en même temps. Sur est-ce qu'il faut contraindre les médecins à s'installer ou pas, ça, il n'y a pas. Non, les partis de droite dont la clientèle électorale est composée notamment de médecins, et les représentants, à mon avis, je pense qu'ils ne vont pas jusqu'à dire qu'ils seraient contre une remise en cause, mais ça pourrait être un thème de débat. Ouais, c'est le problème. Faut-il contraindre la liberté d'installation des médecins pour lutter contre la misère de la loi? Oui, pourquoi pas. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que c'est une question hyper sensible pour l'opinion. Ah oui, ça c'est clair. Fondamental. Et il y en a une autre, qui était là, faut-il supprimer l'aide médicale d'État? C'est aussi un sujet très... plus à droite, voire extrême droite. Très à droite, effectivement. Il y a quelques candidats, on a cité Éric Zemmour, qui font le procès régulièrement de ce dispositif qui permet à des gens qui n'ont pas forcément des papiers pérennes de bénéficier d'une assistance médicale. Mais du coup, là, difficile, on a un peu galéré sur cette thématique, sur la thématique de la santé. Même autour du vaccin, quand même, la grande question aujourd'hui, c'est autour du vaccin. Du pass vaccinal, ce sera peut-être plus l'actualité à ce moment-là. Et la question de, oui, on pourrait tenter de dire l'État peut-il contraindre, imposer le vaccin, mais il le fait d'emblée sur les enfants. Je ne sais pas. Franchement, là, dans le chat, si vous avez des idées sur la thématique santé qui vous interpellent, sachant que ces thématiques devront, parce qu'on en traite déjà effectivement sur le site du Orange, mais des thématiques qui seront toujours d'actualité sous les mêmes termes d'ici un mois et demi, c'est pas forcément évident. Non, c'est pas sympa. Il y a Cladus qui propose pour ou contre être en bonne santé. Voilà, c'est la meilleure proposition qu'on aura en la matière en tout cas. Et après, on avait aussi des débats. Alors, il y a deux autres thèmes de débat. Il y a un thème de débat effectivement sur l'éducation, on va en parler, et sur la culture. Ouais. Alors, sachant que c'est des thèmes de débat qui ont ce point commun, je trouve, d'être un peu presque orphelin, j'allais dire. C'est-à-dire qu'effectivement, la culture, en fait, on se rend compte que sur le papier, tout le monde est d'accord et globalement, alors, il y a beaucoup de programmes dans lesquels les candidats se rendent à augmenter le budget de la culture, assez vaste comme ça. Sans forcément, mais qui semblent du coup faire consensus. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Déjà, ça c'est un premier point. Et on a du mal à trouver effectivement, et en plus c'est un thème de débat qui est très peu présent en fait dans le débat présidentiel, la culture. Et finalement, même l'éducation, il est un peu plus, mais pas énormément quelque part dans le. C'est un peu des quasi-oubliés. Pas sûr. Par exemple, quand Hidalgo a proposé de doubler le salaire des fonctionnaires, ça a quand même fait un peu de bruit. Et puis, l'histoire d'uniforme, de retour aux méthodes autoritaires de Zemmour, elles sont quand même là présentes. C'est des conceptions de l'éducation qui sont assez différentes. Il y a un débat sur l'éducation qui, là où je trouve le lieu de débat, il y a le moins de consensus, c'est peut-être sur l'université, sur le secondaire. Il y a eu la proposition, sur laquelle il est revenu de Macron récemment, d'augmenter les droits d'inscription à l'université, ou en tout cas de mettre fin à la quasi-gratuité de la fac. Ça pourrait être un débat. Alors, de manière un peu plus légère, on avait la question aussi de l'uniforme à l'école. L'uniforme à l'école. Ça révèle des choses. En tout cas, ça révèle une vision, effectivement. Est-ce qu'on veut gommer les inégalités? Est-ce qu'on veut une sorte d'uniformité, en tout cas de façade? Je trouve le débat super intéressant. Bon, si personne n'est d'accord ici sur l'écriture inclusive et sur l'implication, c'est vachement. Alors, simplement, les programmes présidentiels ne prennent pas en charge ce genre de choses. Parce que c'est un peu. Mais pour ou contre l'écriture inclusive, c'est plus un débat très général qu'un débat entre candidats à la présidentielle. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait. Ça et aussi le genre, faut-il enseigner le genre à l'école? Ça aussi, c'est les questions de genre à l'école. Non, c'est des bonnes questions, tout ça. Faut-il augmenter drastiquement les salaires des enseignants? Moi, je trouve que c'est aussi une bonne question. Faut-il privatiser les universités? En fait, d'un certain point de vue, oui, c'est en filigrane des propositions qui sont faites par Emmanuel Macron.
concrètement, c'est-à-dire obliger, sous prétexte d'autonomie, les universités à trouver leur propre financement. Donc, on a envie de faire des partenariats publics-privés. Voilà, donc on organise d'un certain point de vue la sortie de l'enseignement supérieur. Il y a le désengagement de l'État. Voilà, c'est ça, c'est super. Comment est-ce qu'il faudrait tourner la question? C'est en gros, est-ce qu'il faudrait être contre l'autonomie des universités, ça, entre guillemets, ou... Ouais, mais bon, en même temps, c'est pas très saillant pour le public. Il y a les droits d'inscription, ouais, pourquoi pas, mais est-ce que faut-il augmenter les droits d'inscription à l'université ou On a déjà trouvé quelqu'un pour défendre l'augmentation des droits d'inscription. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent sincèrement que le fait d'engager financièrement les étudiants va les obliger à vraiment réfléchir au parcours qu'ils veulent suivre. C'est ça l'argument qui C'est un des arguments. Puis après, il y a un autre débat, mais je ne sais pas s'il est toujours très pertinent ou très présent. C'était la question des filières, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il faut supprimer les lettres et les sciences sociales? Non, ou est-ce que l'université doit être préparée au monde du travail, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il faut conditionner un peu les places dans les filières en fonction des besoins du marché du travail, ou est-ce qu'à l'inverse, il faut que chaque étudiant en fait soit libre de choisir la filière qu'il veut en fonction de ses intérêts personnels et pas forcément. Est-ce qu'il faut des quotas par filière en fait, en fonction du marché du travail? C'est un petit peu, très indirectement, c'est ce que fait Parcoursup. Parcoursup est en train de faire ça. D'accord. Donc le choix a déjà été un peu fait en la matière. Déjà sur le fait de sélectionner sur dossier, donc les meilleurs dans certaines filières et limiter le nombre possible. Oui. Est-ce que du coup c'est une thématique qui est très présente? Je n'ai pas l'impression d'avoir très présent dans le débat public, mais c'est l'intérêt. À l'université, il n'intéresse personne, objectivement. Il intéresse les profs. Ça fait pas mal réagir quand même la sortie d'Emmanuel Macron. C'est vrai, et ça l'a obligé à reculer, c'était une forme de ballon d'essai. Ça l'a obligé à faire machine arrière, mais je pense que c'est, à mon avis, dans les tuyaux, cette augmentation des droits. Et puis, non, c'est Parcoursup qui est l'objet de débat, mais bon, en même temps, c'est un peu technique. Ça a des enjeux, comme vous le disiez, ça a des enjeux politiques économiques. Bon, moi, je ne sais pas, je ne suis pas. J'ai pas de solution. Il y a Cladus qui propose faut-il réduire le crédit impôt recherche pour financer la recherche publique, notamment dans la santé. Ça, oui. Quelle question. On pourrait débattre du crédit impôt recherche, en effet. Ouais, mais effectivement, en plus, c'est vrai que le crédit impôt recherche est censé favoriser la recherche, mais côté entreprise. Ouais. Effectivement, là, il y a une logique de se dire est-ce que la recherche, en fait, elle doit être plutôt faite côté entreprise et du coup côté etc., ou côté public, du coup, sur crédit public, et de mettre ces deux sujets en lien, ça a du sens. Oui, tout à fait. C'est pas mal. Sur le crédit impôt, c'est une bonne idée. Ça. Je l'explique comment là? Faut-il supprimer le crédit impôt recherche? Ouais, moi je trouve. Un grand jeu parce qu'il y a énormément d'argent qui va à des entreprises qui n'utilisent pas la recherche. On le sait. On n'a pas parlé du CICE, mais on aurait pu en parler également. Qui lui, pour le coup, est conditionné à rien. Donc, le crédit impôt recherche aussi. Il faut quand même engager des travaux de recherche, non? Non, c'est sur dossier. Sur dossier, il faut pas des CV de personnes qui ont un profil susceptible, je crois, de faire de l'argent. Ok. Bon, c'est comme le CICE. C'est pas. Il y a des miles. Ok. Bon, très bien. Du coup, c'est un sujet très intéressant. Alors juste avant, il y a eu des propositions sur la thématique santé. Effectivement, laisser les masques obligatoires, mais je pense qu'effectivement, Véran a évoqué il n'y a pas longtemps la fin des tellement des conditions, des chiffres, etc., que c'est. Et je pense que ça va trop évoluer jusqu'à ce qu'on sorte le hors-série pour envisager ça. Et après, il y a O'Hara qui proposait la gestion de l'épidémie. Et c'est pareil, en fait, entre le moment où on le fait là et où il va sortir, la politique vaccinale, par exemple, de la France aura peut-être évolué, c'est un peu compliqué, mais il fait aussi une remarque sur la recherche française. Il parle de l'absence de vaccins français, de Sanofi, donc ça pose de toute façon la question de la recherche privée ou de la recherche publique. Contraindre, vous aviez dans vos questions, là, je vois, contraindre les industries pharmaceutiques dans leur recherche. Vraiment, la big pharma, c'est devenu un enjeu du débat public, c'est-à-dire la puissance. Et même chose, tiens, quelque chose dont vous n'avez pas abordé sur les GAFAM, sur le poids des GAFAM, est-ce qu'il faut vraiment. En même temps, il y a un relatif consensus, en tout cas en France, mais
Est-ce qu'il faudrait les obliger ou les impôts des multinationales, être beaucoup plus offensif sur ces questions-là, à la fois sur les GAFAM? Est-ce que l'État doit reprendre, c'est trop vague, reprendre le pouvoir sur les GAFAM? Je sais pas. Il y avait la question du démantèlement qui avait été posée. Qui ne dépend pas de nous, qui dépendra presque plus du département d'État américain. Qui s'occupe déjà, j'ai l'impression. C'est pas un enjeu de politique publique française parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Non, il y en a eu un quasiment pour plus taxer les GAFAM. Voilà, il y a eu la taxe GAFAM qui est dérisoire. Qui est dérisoire, qui pourrait faire l'enjeu qui pourrait être un sujet de débat en politique française. Mais non, tu as raison, c'est pas la bonne échelle. L'échelle française n'est pas la bonne échelle. C'est l'échelle européenne, en fait. Ouais. Non, mais bon, d'accord. Ok, bon, le temps passe. On a terminé là. Ouais, dans la partie culture, on a il reste culture, sécurité, c'est ça. Alors sur la partie culture, bon, il y a ce qu'on disait, il y a eu un sujet clivant, il y a deux sujets clivants à peu près. C'était effectivement sur l'audiovisuel public. Effectivement, est-ce qu'il faut notamment la contribution à l'audiovisuel public la taxe, comment on appelle la redevance, effectivement, sur lequel il peut y avoir un débat. Ou la privatisation, oui, tu as raison, parce qu'effectivement, là, pour le coup, c'est un vrai sujet. Et un peu à l'international, les Suisses ont fait un référendum là-dessus, les Anglais, d'un certain point de vue, la BBC est aussi au centre du débat. Oui, donc ça, c'est vraiment bien. Et puis la concentration des médias, là, pour le coup, je pense notamment aux propositions de Julia Cagé, je pense que c'est une vraie thématique. Faut-il interdire, faut-il renforcer le contrôle, limiter la consommation des médias? Oui, faut-il une nouvelle loi contraignante sur la consommation des médias? Bon, ça paraît un disclaimer, autant pour ceux qui étaient très directement concernés sur les salaires des profs à l'université, autant nous, on est très directement concernés sur la question des médias, mais effectivement, en tout cas, c'est des questions qui sont intéressantes. Mais du coup, on est partie prenante quand on dit que ça nous semble des questions intéressantes. Non, mais ça, il y a une carte que je vous invite à aller consulter, qui est faite par Akimed, je crois, qui montre un peu comment sont détenus les principaux médias en France aujourd'hui. C'est une carte et vous verrez qu'à la fin, au centre de cette carte, il n'y a pas énormément de noms. Donc, il y a une dizaine d'acteurs qui partent des systèmes de propriété, de filiales, etc., possèdent 80-90% des grands médias d'information en France. Il y a une dizaine de personnes, c'est quand même vertigineux. C'est assez dingue. Et, je vous invite à aller des gens de plus de 50 ans et au moins multimillionnaires. Oligarques. Mais du coup, effectivement, il y avait eu des propositions dans le cadre du programme de Benoît Hamon, à l'initiative de Julia Cagé, effectivement, de limiter la possibilité de détention du capital d'entreprises de médias et également de financement des médias par l'impôt de chaque citoyen, qui aurait une petite part de crédit d'impôt à allouer aux médias de leur choix. Donc ça, on ne peut pas en parler. On va essayer d'avancer un petit peu. Mais ça, c'est le dernier sujet, peut-être. Alors, il y a la sécurité, mais là, je pense que c'est assez consensuel. Il n'y a pas trop d'enjeux là-dessus. C'est plutôt sur les toutes dernières questions d'ouverture. Et d'autant plus qu'on a la chance que tu es une experte. Je connais ça. Justement, est-ce que ce serait peut-être pas le lieu de tester les propositions du Latélé sur le financement des élections? Tu vois, effectivement, c'est le fait d'avoir notamment un financement tout au long, y compris hors élection, qui soit en fait sur la déclaration d'impôt. C'est ça, c'est-à-dire que chaque citoyen aurait un bon ou aurait un chèque d'un certain point de vue, d'une cinquantaine d'euros, je crois, qu'il pourrait donner à la formation politique de son choix. Et en fait, on redistribuerait la somme qui aujourd'hui est consacrée au remboursement du financement des partis politiques. Vous savez qu'on peut tous, comme particuliers, jusqu'à 1 250 € financer un parti politique, et c'est l'État qui rembourse en quelque sorte, qui participe aux 2 tiers, je crois, ou à la moitié, 1 250. Donc en fait, ce financement-là, donc il y a un financement public, on le redistribuerait, c'est-à-dire qu'on supprimerait cette possibilité-là en distribuant à chaque citoyen un chèque de 50 €, un petit peu comme
un petit peu comme en Allemagne, vous savez, vous avez le financement des religions. Ouais, le financement des religions, ça se passe de cette manière. Bon, moi, je serais assez pour ça, mais bon, est-ce que c'est et ça, avoir. Alors là, vous faites du pour ou contre aussi là-dessus sur les débats que vous imaginez. Alors, simplement, je ne sais pas qui pourrait être contre, en tout cas. Je pense que si on met en contrepartie, en fait, ça arrête la défiscalisation du financement des partis politiques, des dons aux partis politiques. Il pourrait y avoir des gens qui disent, mais si on arrête cette défiscalisation, il faut trouver des gens qui seraient en désaccord avec ça. Ouais, ça, c'est la difficulté. Bon, on pourra demander à Julia Cagé directement qui a l'air gouvernement. Okay. Mais sinon, tout ça me va bien. Alors, c'est surtout centré sur le vote. Vous n'êtes pas très au référendum, vous l'avez dit dans les distributions. Pour répondre à Ouara dans le chat, on est preneur aussi d'autres idées, ou en tout cas, ce serait quoi les idées vraiment révolutionnaires de. Révolutionnaire, c'est déjà mais qui changerait en fait fondamentalement la tête de cette élection. Ah ouais, mais c'est pour imaginer une élection différente. Moi, je serais pour. Faut-il supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel? Vous avez des juristes de droit public ou même des politistes qui pourraient qui pourraient fournir une vraie argumentation pour. Alors, il y a des nuances, mais ça serait quoi avec des grands électeurs du coup? Non, supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel et en fait c'est implicite dans l'idée de 6e République. Okay. Parce que ça veut dire qu'on a un président qui a des pouvoirs. Un président qui est comme en Italie ou comme dans d'autres pays, qui est une sorte de magistrature morale, mais qui n'est pas une sorte de garant constitutionnel, mais pas un détenteur qui peut poser un droit de veto, mais. Et avec cette subtilité qu'il peut, dans certains pays, on sait en Finlande ou au Portugal, il peut être élu quand même au suffrage universel. Tout en ayant ce rôle-là. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée. Vote obligatoire, moi je suis oui, tout à fait bien. Et il y a le cumul des mandats, le vote électronique qui propose ça. Le cumul des mandats, c'est une question encore. C'est moins une question aujourd'hui que ça ne l'a été parce qu'on est allé. Alors, on ne peut plus être député maire déjà. Ouais. Moi, quelque chose qui serait radical, c'est interdire le cumul des mandats dans le temps de manière drastique. C'est-à-dire pour éviter que. C'est-à-dire aujourd'hui, on pense le cumul des mandats dans l'espace. Ça ne peut pas avoir plusieurs mandats simultanément. Et l'idée, par exemple, imaginons qu'on propose d'interdire le cumul des mandats dans le temps, pas plus de 1 ou 2 mandats. Alors, 2 mandats, ça reste encore tolérable par le système, mais un seul mandat. C'est-à-dire qu'on ne pourrait faire qu'un seul mandat. Ça changerait totalement. Il n'y aurait plus de carrière politique sur la durée. En fait, on cesserait de considérer la politique comme une profession. Okay. Et donc, il n'y aurait pas d'enjeu de réélection. Alors, sur ce point, il y a des gens qui disent oui, mais il faut un temps d'apprentissage et adopter ce principe-là, ça met les élus à la merci des experts. Parce que c'est les experts qui donnent les politiques, parce que les élus n'ont pas eu le temps, d'un certain point de vue, de s'approprier les dossiers. Ouais. Moi, je suis très, très attentif à la question faut-il multiplier les assemblées, mais en même temps, c'est dans les institutions, les assemblées tirées au sort. En tout cas, une assemblée citoyenne tirée au sort. Mais il faut généraliser les citoyennes. C'est pas. Non, mais du coup, le cumul des mandats dans le temps, avec le proposé ça, c'est 77, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, absolument. Des mandats dans le temps, la vision qu'on a effectivement de la fonction politique. Maintenant, elle est devenue une profession. Mais rien n'indique que ce soit une fatalité. D'accord. Et si on veut en venir à plus de démocratie, c'est-à-dire à une plus forte turnover. Il y a Aristote qui disait la démocratie, c'est un régime dans lequel chacun a la possibilité d'être tour à tour gouvernant et gouverné. Donc ça change quand même assez fondamentalement la logique du système. Ah oui, on l'a fait. Voilà. Et y compris pour cette élection de dans le chat, y compris pour les maires, par exemple. Parce que je pense que c'est peut-être les maires qui cumulent le plus dans la durée. C'est vrai. Ouais, mais avec un effet, par exemple, moi je suis assez ambivalent sur le cumul des mandats dans le temps. Je trouve que c'est une bonne idée. Et en même temps, il y a une crise des vocations pour les maires. On l'a vu, notamment les maires des petites communes. Voilà, les maires des petites communes, ils sont là parce que personne ne voulait faire de job. Donc ça risque aussi d'être compliqué d'un point de vue pratique. Non, mais une question intéressante en tout cas. Voilà. Au moins pour les mandats nationaux, dans un premier temps, et surtout vu le thème du hors-série, on pourrait se limiter aux mandats nationaux, en tout cas pour les législatives. Ouais. Alors, une question, faut-il inverser le calendrier des élections présidentielles? Présidentielle et législative. C'est mettre les législatives d'abord. Voilà. Inverser le calendrier, c'est fondamental, puisque tout part de là. C'est-à-dire le fonctionnement monarchique de nos institutions est uniquement lié au fait que l'élection présidentielle précède
si on organisait le même jour les législatives. Ah bah, c'est ce que propose le chat. Il disait pourquoi pas proposer voter le même jour. Hein. Et bien voilà, soit on le fait le même jour, soit on fait les législatives avant la présidentielle, et ça change totalement notre système politique. Et ça peut se faire sans changement constitutionnel. Hein. Ça peut se faire très facilement. Ah oui, c'est une très bonne question. Très intéressant ça. Donc on fait la question de Jean-Marie Hidalgo, surtout est-ce que si elle perd au présidentiel, elle revient à Paris? Je pense qu'elle n'est pas partie de Paris. Hein, donc, elle est toujours maire de Paris. Elle est toujours maire de Paris, donc ça, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu poses la question comme si elle avait une chance de gagner? Bon, ok. Je vois que ça dérive dans le chat. Mais effectivement, la question de l'élection, est-ce que ça va être avant ou le même jour? Effectivement, c'est une bonne question. Mais cela dit, si jamais c'était avant, est-ce que les Français auraient vraiment intentionnellement le souhait de choisir un président qui n'aurait pas de majorité? Ça change beaucoup de choses parce que tu pourrais composer des majorités aux législatives. Imagine que tu as 15% d'écolos, 10% de France Insoumise, ça change 10% de PS, 25% de la République. En fait, tu peux faire. Du coup, tu peux avoir plusieurs majorités. Ce qui compte, l'élection importante devient l'élection législative. Ouais. L'élection présidentielle devient secondaire. Du coup, la moins c'est malin, c'est votre utile, je pense. Voilà. Et en fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire au fait que l'élection législative soit une simple confirmation de l'élection présidentielle, ça ne fonctionne pas. Ça devient vraiment un vote d'opinion. Hein, on vote pour ceux qu'on veut arriver au pouvoir. On voit la manière dont les choses se dégagent. Resterait à penser, finalement, il y aurait, par exemple, un chef comme partout en Europe, c'est-à-dire le chef du parti arrivé en tête. Alors, on aurait aussi la proportionnelle avec, il faudrait, mais compose son gouvernement, et puis après, il y a l'élection présidentielle. On vient à une fonction présidentielle un peu comme voilà. Et il y a une dernière question, effectivement, qu'on avait déjà aussi abordée, qui était est-ce qu'il faudrait en fait imposer aux candidats de quitter leur fonction avant l'élection? C'est-à-dire pour éviter ce phénomène un peu de président sortant, etc. C'est-à-dire d'être à la fois président. Il y a des pays où c'est président candidat. Ouais. Il y a des pays où ça existe. Est-ce qu'il y a des pays où ça existe? Je crois pas. Ouais, je n'ai pas l'impression que ça soit. À vrai dire, je ne crois pas, parce que ça crée une vacance du pouvoir. C'est un peu compliqué. Non. Il y a toujours cette ambivalence qui est en jeu aux États-Unis, en Angleterre. Ouais, par contre, l'autre question, je pense que ça fait référence à Macron de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas lui imposer de déclarer? Il faudra avancer la date de déclaration. Les gens qui sont sur le chat sont très dans l'actualité. Bon, en tout cas, on va devoir mettre un terme malheureusement à cette compte de rédac pour plein de raisons, et notamment parce que le modérateur l'exige. Loïc Blondio, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup de nous avoir aidé à peaufiner un peu l'architecture de ce hors-série. Non, c'est très bien, ça a l'air très bien. Mais à la fin, vous en aurez combien on aura beaucoup. Le hors-série doit faire entre 80 et 100 pages. Donc voilà, il y aura au moins une vingtaine de débats. Il y aura au moins une vingtaine de débats qu'on sélectionnera. Alors, sur ces sujets-là aussi, sur la base de la qualité, on prendra bien sûr les meilleurs textes, parce que malheureusement, on a parfois des très bons sujets et pas forcément toujours du très bon texte. Donc, je rappelle, le hors-série, il est déjà en prévente sur la plateforme Ulule. Il sera en prévente jusqu'au 14 mars, jusqu'au 10 mars, juste pour nous laisser le temps de vous l'envoyer et que vous puissiez le lire avant le premier tour de l'élection, qui aura lieu le 10 avril. Donc voilà, c'est ça l'enjeu du timing. Merci encore, merci beaucoup. On vous donne une nouvelle très vite sur ce hors-série et sur les sujets qu'on aura choisis. Et on vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous demain à 11h avec Denis Colombi pour parler de capitalisme. Bonne journée à tous. Salut. Merci. J'espère qu'on m'a entendu à la fin.